Au nom de Michel Bossy, président de la CCI du Tarn, et de moi-même, président de la CMA du Tarn, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la transmission d'entreprise que nous organisons dans le cadre du mois régional de la création, transmission et reprise d'entreprise. Ce webinaire s'adresse à vous tous, les dirigeants, qui souhaitaient cesser leur activité pour prendre la retraite ou pour changer de voie. La transmission des entreprises est un véritable enjeu pour nos territoires. Vous avez des savoir-faire, et il est essentiel que ces savoir-faire ne se perdent pas, que l'emploi soit préservé et que les services perdurent auprès de la population. Les métiers de l'artisanat, du commerce et de l'industrie offrent de belles opportunités et des parcours professionnels passionnants. Chaque transmission d'entreprise qui aboutit permet de maintenir un niveau d'activité économique dans notre département et présente de nouveaux challenges pour le repreneur. Nous sommes des entreprises artisanales, commerciales, de proximité. Nous rendons un service à la population. Les chambres consulaires sont présentes à vos côtés tout au long de vos démarches pour vous conseiller ou pour vous orienter et vous apporter l'information que vous avez besoin pour sécuriser votre projet. En tant que chef d'entreprise, j'aurai 3 conseils à vous donner pour réussir la transmission de votre entreprise. Le premier, c'est l'anticipation. Il est nécessaire de s'y prendre à plusieurs mois à l'avance, voire plusieurs années, pour trouver le bon repreneur et organiser en amont le passage du relais. Nous avons des outils adaptés, comme notre bourse de fonds du site transentreprise.com, permettant de diffuser votre annonce en toute confidentialité. Le second conseil est de se faire accompagner par les services compétents, ne pas rester seul face aux nombreuses questions que vous vous posez. Les conseillères et conseillers transmission de votre CCI ou de votre CMA sont vos interlocuteurs privilégiés pour diagnostiquer vos projets et vous aider à préparer la transmission. Le troisième conseil est de sécuriser cette transmission avec l'appui technique et juridique des experts, qui sont vos partenaires, votre expert comptable, votre notaire, votre avocat, ou encore votre caisse de retraite, la CARSAT. Il est nécessaire de connaître les solutions de financement qui existent, les solutions bancaires et les dispositifs d'aide pour faciliter les échanges avec votre futur repreneur. Grâce à la participation des différents professionnels à ce webinaire, et que nous remercions pour leur disponibilité, nous allons vous apporter les premières informations utiles pour avancer dans votre projet. Mais ce n'est qu'une première étape. N'hésitez pas ensuite à prendre contact avec votre CCI, avec votre CMA ou avec l'un de leurs partenaires pour bénéficier d'un conseil personnalisé. Je remercie le président Jean-Michel Camps pour l'introduction à ce webinaire. Nous allons voir ensemble les étapes clés pour transmettre votre entreprise, de votre situation personnelle à l'accompagnement du repreneur. Quelles sont les questions à se poser? Quel interlocuteur mobiliser? Comme l'a souligné le président Camps, le maître mot est l'anticipation. En effet, une transmission d'entreprise entraîne des changements et des situations qu'il convient de baliser en amont. En tant que dirigeant, la transmission va entraîner un changement dans votre situation personnelle. Dans ce cadre, vous devez réfléchir à l'évolution de votre patrimoine et de vos revenus futurs, et le notaire est votre partenaire pour l'évaluer. Un bilan patrimonial, c'est un audit, c'est une photographie à un instant T d'une situation familiale, patrimoniale, fiscale, successorale. Ça permet d'identifier les forces et les faiblesses de votre situation, de la situation du chef d'entreprise, compte tenu de ses objectifs et de ses attentes. À partir des objectifs qui auront été identifiés, on pourra bâtir une stratégie patrimoniale, fiscale, financière, qui va permettre de répondre aux attentes du chef d'entreprise. Parmi les axes de réflexion qu'un bilan patrimonial peut identifier, il y a la protection de soi, la protection de ses enfants, la transmission bien sûr de son entreprise, l'optimisation de sa fiscalité, la préparation de sa retraite. Voilà quelques exemples qui sont mis en lumière dans le cadre d'un bilan patrimonial. Ce bilan patrimonial, il se fait à des étapes clés, à des étapes importantes d'une vie professionnelle, personnelle, notamment pour le chef d'entreprise. Il peut se faire quelques années avant le départ à la retraite, la transmission de son entreprise. Ça va lui permettre au chef d'entreprise de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur sa situation professionnelle, personnelle et surtout de définir quels sont ses objectifs, ses attentes, de définir un cahier des charges pour savoir comment il voit la suite de sa vie. Et à partir de là, ça permettra de bâtir la stratégie qu'on a évoquée. Le maître mot qu'on peut lui conseiller, c'est l'anticipation. L'anticipation, le délai préconisé, c'est environ 3 ans pour qu'il puisse analyser sa situation, anticiper la transmission de son entreprise, notamment pour des questions fiscales. Après, le notaire est
une des pièces du puzzle avec les autres professionnels que sont le banquier, l'expert comptable, l'avocat, où on travaille tous en collaboration, en interprofessionnalité, pour apporter un service complet au chef d'entreprise. Et le notaire, de son côté, dispose d'une boîte à outils qui viendront compléter, utiliser les solutions qui ont été déterminées pour la transmission de son entreprise. Parmi ces outils, on peut penser à un aménagement de régime matrimonial, à une donation à ses enfants, à une constitution d'une société patrimoniale. Voilà quelques outils qui viendront compléter la palette du chef d'entreprise dans sa transmission d'entreprise. Dans le cadre de votre bilan patrimonial, si vous envisagez de prendre la retraite, il est nécessaire de faire votre bilan retraite. Pour connaître vos droits et vos revenus futurs, la CARSAT vous guide dans vos démarches. Alors, il faut savoir que dans le cadre du droit à l'information en France, et ce depuis 2003, tout salarié, non salarié reçoit deux types de documents. Tout d'abord, un relevé individuel de situation à l'âge de 35 ans et une estimation indicative globale à l'âge de 55 ans. Et ce, tous les 5 ans. Donc, ce document, le premier, ce relevé de situation, c'est une reconstitution, un relevé de carrière où vous allez trouver des éléments tels que des revenus, des trimestres. Okay. Et cette estimation indicative globale que l'on reçoit à 55 ans permet d'avoir une visibilité donc, sur le montant de ses droits à retraite, aussi bien au niveau retraite de base qu'au niveau retraite complémentaire, et ce à partir de l'âge légal de 62 ans, avec également une projection au-delà, donc 63, 64, 65. Mais au-delà de ces deux informations, j'insiste vraiment sur l'importance de créer ce qu'on appelle un espace personnel sur le site de l'assurance retraite.fr. Un espace personnel permet l'accès donc à d'autres solutions, notamment une visibilité sur la carrière, une visibilité donc sur les trimestres, pourquoi pas, à racheter, et également un simulateur donc, pour simuler le montant de ces cotisations. Donc des services en ligne très intéressants qui permettent à l'assuré finalement une très bonne préparation à la retraite. Je dirais qu'il y a deux étapes incontournables. Tout d'abord, 55 ans, la préparation à la retraite, et ensuite, si la préparation a été bien faite, 6 mois avant, cela suffit largement pour demander sa retraite. Donc cette préparation à la retraite est une étape incontournable également. Donc justement, à l'aide des deux documents dont on vient de parler, ce relevé individuel de situation ainsi que l'estimation indicative globale, on va demander finalement aux salariés, aux non-salariés, de vérifier ces informations. Lui seul est capable de nous dire s'il est logique qu'il manque certains trimestres, certaines années, de savoir si certains employeurs sont manquants sur ce relevé, de voir si ses revenus sont incohérents ou pas. Donc l'artisan, le commerçant, le salarié véritablement doit vérifier ces informations de manière justement, et pourquoi pas, nous faire remonter des justificatifs qui nous permettront des mises à jour. Ne perdons pas la finalité. Payer les retraites en temps et en heure. Si une retraite a bien été préparée, il n'y a pas de raison. Et ensuite, demander cette retraite 6 mois avant suffit largement. Alors, plusieurs possibilités, notamment participer au rendez-vous de la retraite, 2-3 éditions par an que nous mettons en place, qui permettent tout simplement aux assurés de prendre un rendez-vous individuel en choisissant en toute souplesse le jour, le créneau qui convient le mieux et le type de rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Donc en s'inscrivant tout simplement sur le site suivant, www.rdv-retraite.fr. Vous avez évalué votre situation personnelle. Intéressons-nous maintenant à votre entreprise, ses forces, ses faiblesses et ce qui fait sa valeur. L'expert comptable vous apporte son conseil. Plusieurs aspects pour mettre en valeur la situation de l'entreprise. On peut d'abord évoquer la santé financière de celle-ci, d'abord, avoir un bon chiffre d'affaires, un bon compte de résultat. Mais aussi, il faut a priori un petit peu la mettre en valeur, c'est-à-dire la mettre dans un état le meilleur possible, on va dire, et donc essayer d'envisager que l'acheteur puisse se projeter dans l'entreprise de la meilleure des manières pour qu'il soit prêt à travailler et prêt à fonctionner. C'est-à-dire que si c'est un magasin, il faut que le magasin soit en bon état, soit propre, soit lumineux, etc. Si on est sur un outil de production, il faut maintenir cet outil de production. Ne pas hésiter à renouveler son matériel, le cas échéant,
pour maintenir cet outil et pour développer, que l'acheteur puisse continuer à développer son entreprise. Quand on est dans du commerce, il faut que les éléments juridiques comme le bail commercial soient dans une situation de pouvoir continuer et perdurer. Ça sécurise aussi l'acheteur vis-à-vis de son projet d'achat. C'est une question très difficile. Il n'y a pas de méthode forcément référence parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs dans l'entreprise, de la fidélisation de la clientèle, de son activité, de son emplacement, de sa productivité, de sa rentabilité aussi. Et c'est vrai que par contre, on va retrouver quand même une variable qui va rester importante pour valoriser l'entreprise, ça va être la rentabilité de l'entreprise, puisque c'est à partir de ces éléments-là qu'un acheteur va pouvoir se projeter sur une rentabilité future et sur une capacité demain à rembourser l'emprunt qu'il va souscrire pour financer son acquisition. Et dans ces cas-là, on parle souvent de l'EBITDA, l'EBITDA qui est le résultat plus les charges financières auquel on ajoute aussi la dotation aux amortissements. Voilà. Cette somme-là, ce rapport par rapport à l'EBITDA va permettre à un acheteur de pouvoir rembourser. Et ce coefficient va être variable en fonction des secteurs qui peuvent dégager plus ou moins de rentabilité. Pour maximiser les chances de réussite dans la transmission d'entreprise, je crois qu'il faut écouter les conseils un petit peu de chacun. Et à travers notre échange aussi, on peut voir qu'il faut se préparer cette transmission d'entreprise, donc anticiper un petit peu sur la transmission, préparer sa vente pour préparer ne serait-ce que son entreprise à ce qu'elle soit dans le meilleur état possible pour la céder. Et aussi pouvoir trouver un repreneur. On le trouve aujourd'hui peut-être pas facilement, mais il peut être une tierce personne ou on peut avoir aussi quelqu'un dans l'entreprise. Donc c'est intéressant d'aller chercher un salarié de l'entreprise qui potentiellement peut reprendre l'entreprise. Donc il faut anticiper un petit peu pour transmettre son entreprise. Et un autre facteur qui peut être aussi important, c'est de montrer sa volonté à son acheteur de l'accompagner. Voilà. Souvent une transmission réussie est basée sur l'accompagnement. Et le meilleur accompagnement possible du vendeur vers l'acheteur va sécuriser l'acheteur pour pouvoir permettre une transmission qui se passe dans les meilleures conditions. La valeur de l'entreprise dépend donc de plusieurs facteurs. Différentes informations sont à transmettre au repreneur. Lesquelles et comment sécuriser la négociation? Prenez conseil auprès de votre avocat. Dans le cadre d'une cession d'entreprise, le cédant est tenu de communiquer un certain nombre d'informations importantes au candidat repreneur qui a manifesté l'intention de racheter son entreprise. Et dans le cadre de cette obligation d'information, qui est légalement prévue par le Code civil, un certain nombre de documents et d'informations vont être communiqués, à savoir principalement juridiques, comptables et financières. Dans le cadre des informations juridiques, on va devoir communiquer bien évidemment toutes les informations qui ont attrait au droit. Je pense notamment au statut, à l'extrait cabis, à l'état des inscriptions, à toutes les conventions en cours telles que les baux commerciaux, contrats de travail, les contrats en cours de location financière, crédit baux et notamment les contrats de prêt pour éclairer au maximum le consentement de l'acheteur. Ensuite, vous avez également des documents et des actes, on va dire, plutôt de nature financière et comptable. Donc je pense là, en l'occurrence, à toute la comptabilité de la société ou de l'entreprise, avec les bilans, comptes de résultats et annexes, qui sont les comptes annuels déposés au greffe, pour avoir le volet chiffre de l'opération d'acquisition. Je pense que le cédant doit s'attacher à bien sélectionner son candidat repreneur pour être sûr que le processus de cession aille tout d'abord au bout, parce qu'une cession d'entreprise, ça ne se fait pas en quelques temps, ça prend du temps, puisqu'il y a différents interlocuteurs et différentes parties qui vont intervenir, et je pense notamment aux banquiers qui vont venir prêter de l'argent à l'acheteur pour aller acheter l'entreprise. Donc pour se sécuriser, le cédant doit, à mon sens, déjà bien sélectionner ses candidats repreneurs et sélectionner le candidat repreneur qui sera susceptible d'aller au bout
de l'opération de cession. Il pourra aussi solliciter préalablement à la négociation une obligation de confidentialité, puisqu'il va transmettre un certain nombre d'informations importantes et confidentielles à l'acquéreur pour qu'il puisse bâtir son offre. Donc on peut signer des accords précis de non-divulgation d'informations, des obligations de confidentialité pour empêcher l'acquéreur d'aller communiquer et d'aller diffuser des informations qui sont sensibles. Je pense que le cédant doit aussi s'organiser pour choisir le meilleur mode de cession, le meilleur schéma de cession qui peut être opportun et favorable à son projet, entre cession de fonds de commerce, cession de titres, pour gérer bien évidemment les conséquences fiscales de la reprise et toutes les conséquences de plus-value qu'il peut y avoir sur un dossier de cession d'entreprise, d'où la nécessité préalablement à la cession d'étudier son dossier, de faire des simulations, d'analyser l'existence ou pas, l'option ou pas à des régimes de faveur fiscaux pour lui permettre d'optimiser au maximum la cession d'entreprise. Alors ça, c'est le grand débat en droit des affaires. Maintenant, on a certains secteurs d'activité qui vont pencher sur un mode de cession particulier, alors que d'autres, non, pas du tout. Concernant les cessions de fonds de commerce, il y a des secteurs d'activité où on va essentiellement réaliser des cessions de fonds de commerce. Je pense notamment à des cessions de bars, à des cessions de restaurants, à des cessions de débit de tabac. Où là, la cession de fonds de commerce est très pratique et c'est un schéma assez usuel en la pratique. Maintenant, quand on va avoir des dossiers un peu plus importants avec des jolies sociétés, avec une valeur patrimoniale importante, on va sûrement se diriger vers des cessions de titres. Je pense que déjà, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de professionnels avertis et compétents dans les matières qui vont intéresser le processus de cession et la cession. Bien sélectionner son repreneur, s'assurer qu'il a les garanties financières pour aller au bout du schéma de reprise. Et après, bien évidemment, bien négocier tous les contrats qu'on va devoir rédiger et établir pour organiser la cession et le transfert de propriété. Pour que la transmission de l'entreprise se réalise, il faut qu'elle soit finançable. Sur quels critères s'appuie un financeur pour accompagner un projet? Le banquier vous répond. Pour accorder les financements bancaires, en fait, pour analyser la situation d'un repreneur, on va analyser à la fois le repreneur et on va analyser la société ou le fonds de commerce à racheter. Donc les éléments essentiels, notamment pour un rachat de parts de société, on va analyser en priorité l'homme, c'est-à-dire le repreneur. Quelles sont ses qualités pour reprendre la société? Est-ce qu'il a des qualités dans le métier, dans la gestion? Pour nous, en tout cas, c'est presque plus important que les chiffres d'analyser l'homme. Donc on va analyser l'homme. Ensuite, on va analyser le produit, le marché. Et on va analyser l'existant. Jusqu'à aujourd'hui, quelle était la rentabilité de cette société? Quel était son chiffre d'affaires? On va regarder comment ça fonctionnait. Et ensuite, on va analyser le prévisionnel qui nous est remis. On va distinguer deux types de reprises. Dans un premier temps, vous pouvez reprendre uniquement le fonds de commerce. Je reprends le fonds de commerce, donc ça veut dire que je vais reprendre la clientèle, un peu de matériel et les collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise. Dans ces cas-là, on va faire un crédit moyen terme à l'entreprise qui va être créée pour reprendre le fonds de commerce et on va prendre en garantie le nantissement du fonds de commerce. On peut être amené à prendre la caution du dirigeant, partiellement, totalement. Et puis quelquefois, notamment pour des métiers spécifiques, on peut aller rechercher la garantie BPI ou CIAJ. Et puis, deuxième solution, je fais une reprise non pas d'un fonds de commerce, mais je fais une reprise de parts de société. Et là, en fait, on reprend un actif global avec tout l'historique de la société, ce qui se passait avant, et on reprend tout. Donc le montage déjà est un peu différent puisque le dirigeant conserve la société, mais il va créer une société holding qui va racheter les parts, c'est-à-dire qu'il ne les achète pas lui-même, mais il va acheter, c'est la holding qui va acheter les parts. Et dans ces cas-là, on va plutôt aller rechercher en garantie les nantissements des parts de la société et non plus du fonds de commerce.
Et on va aller chercher une garantie BPI dans quand même un certain nombre de cas, je ne vais pas dire 80%, mais pas loin, puisque c'est l'opération entre guillemets la plus risquée qui existe, puisque là on remet sur des sociétés notamment de petite taille, le dirigeant d'entreprise, c'est le chef d'orchestre, c'est grâce à lui si la société elle tourne, donc c'est un incontournable. Et à partir du moment où on change le dirigeant, on prend un risque important sur la société. Donc on va aller rechercher la garantie BPI et généralement on demande un engagement personnel du repreneur qui va être sa caution. Et en règle générale avec BPI on prend une caution à 50%. Alors là encore, on va distinguer l'achat du fonds de commerce de l'achat du départ de société. Dans l'achat du fonds de commerce, généralement, on demande un apport qui va être entre 5 et 10%, mais on va être un peu moins regardant. Sur des parts de société, c'est plutôt entre 10 et 15% pour asseoir la structure et surtout pouvoir assumer les quelques charges qui vont arriver au départ en attendant la première échéance, d'autant que les échéances sont des échéances annuelles. Même si on les cale avec la date d'arrêté du bilan, il peut y avoir quelques charges à assumer avant. Donc voilà, il faut qu'il y ait un petit fonds de roulement qui soit présent dans l'entreprise et ça assure vraiment cette opération. La deuxième chose qu'on va demander dans la capacité, qu'on va regarder dans la capacité financière, c'est la capacité financière du dirigeant à un moment donné de pouvoir remettre de l'argent dans la société s'il y a une difficulté passagère. C'est un point qui est important et qui me semble nécessaire pour le dirigeant pour être beaucoup plus serein dans sa reprise d'entreprise. Comme on vient de le voir, les différents professionnels ont insisté sur la nécessité de bien préparer et de se faire accompagner pour concrétiser son projet de transmission d'entreprise. À ce titre, votre chambre consulaire, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre de commerce et d'industrie, sont vos partenaires privilégiés pour faciliter et baliser les étapes de votre projet. Nous allons vous aider à diagnostiquer votre entreprise en identifiant ses forces et ses faiblesses, qualifier votre offre de cession, identifier le repreneur éventuel et assurer une mise en relation avec ce dernier en totale confidentialité, mais aussi mobiliser les différentes sources de financement pour faciliter cette transmission d'entreprise. Il est important, et tous les professionnels s'accordent à dire qu'il faut se faire accompagner et anticiper. Donc, dirigeant d'entreprise, poussez les portes de votre chambre consulaire et faites-vous aider en vous appuyant sur votre chambre consulaire et sur les professionnels qui sont vos conseils au quotidien. Dirigeant d'entreprise, vous transmettez, nous maximisons vos chances de réussite. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et vous dis à très bientôt.